443. Voici une vidéo de caméra corporelle récemment publiée que nous venons de recevoir de la ville de Columbus, montrant le premier policier à répondre à un appel lié à l'affaire de Spencer et Monique TP. Mais selon le chef de la police, l'officier dans cette vidéo s'est rendu à la mauvaise adresse. La police de l'Ohio s'adresse enfin au public au sujet de l'enquête sur les meurtres de Spencer et Monique TP. Que dit maintenant le chef de la police de Columbus à propos de l'avancement de l'enquête? Ok. J'ai reçu plusieurs appels à ce sujet. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière personne à qui j'ai parlé? Voici un corps. Voici un corps à l'intérieur. De plus, le chef a donné une mise à jour plutôt choquante, avec un détail clé de la réponse de la police. Après que plusieurs appels frénétiques au 911 ont été passés par des amis et des collègues inquiets des Tepis, des personnes qui savaient que quelque chose n'allait pas. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Passons aux dernières des nouvelles sur l'affaire que nous suivons de près, les meurtres de Spencer et Monique TP en Ohio. Maintenant, en ce qui concerne la quantité d'informations que la police communique au public lors d'une enquête comme celle-ci, surtout une enquête aussi médiatisée que celle-ci fait la une des journaux nationaux. On ne peut vraiment que spéculer sur la stratégie de communication de la police. Pourquoi ils donnent certaines informations, pourquoi ils ne répondent pas à certaines questions des journalistes. La vraie question est, sont-ils prêts d'arrêter un meurtrier? Il semble qu'à ce stade, seuls ceux qui sont à l'intérieur, les personnes du service, connaissent la réponse à cette question. La ville de Columbus vient de nous envoyer une nouvelle vidéo de caméra corporelle pour Law and Crime. Et elle montre l'officier qui a été envoyé pour effectuer un contrôle de bien-être au domicile de Spencer TP après qu'il ne se soit pas présenté à son travail dans son cabinet dentaire. L'officier a inspecté la propriété, frappé à la porte, puis est reparti sans rien voir. Mais selon le chef de la police, il s'était trompé d'adresse. C'était vers 9h30 du matin, environ 20 à 30 minutes, après le premier appel passé par le patron de Spencer TP, disant que quelque chose ne semblait pas normal parce qu'il ne s'était pas présenté au travail. Il faudra encore environ une demi-heure avant qu'un appelant au 911 ne découvre ce qu'il dit. Le corps de Spencer TP se trouve-t-il dans la maison du couple le 30 décembre? Plus d'une semaine après la tentative d'identifier le meurtrier de Spencer et Monique, tués chez eux devant leurs enfants le 30 décembre, l'affaire demeure en grande partie mystérieuse. Mais la chef de la police de Columbus a fait quelques commentaires publics et d'après ce que nous avons entendu, elle n'a pas dit directement si le public était toujours en danger. Qu'est-ce que cela révèle sur la progression de la police dans cette enquête? Nous allons en parler et nous discuterons aussi de ce que la chef aurait dit à propos de la voix que vous entendez dans cet appel. Bonjour. Bonjour, ici le 911. Nous avons reçu un appel raccroché. Tout va bien? Oui, je suis désolé. Je vais bien. Vous en êtes sûr? Oui, je vais bien. Désolé. On dirait que vous pleurez. Besoin de la police, d'un diagnostic ou autre? Non, je vais bien, je te promets. Je suis juste ému. Donc, c'était un appel au 911 qui a d'abord été obtenu par Fox News Digital. Et il a été affirmé que cet appel avait été passé en avril, à 2h45 du matin, un mardi, depuis l'adresse de TP. Maintenant, c'est une femme qui a dit qu'elle avait eu un désaccord avec, je cite, son homme. D'accord, je n'ai besoin de rien. Pourquoi aviez-vous appelé le 911? C'est juste qu'on a eu une dispute. Quelqu'un? Parce que mon homme s'est emporté, mais je vais bien, je te le promets. Est-ce que c'est déjà devenu physique? Non. Vous vous disputiez sans violence? Oui. D'accord, mec. Eh bien, j'ai les informations ici. Je peux dire aux agents d'annuler et de ne pas se rendre à votre adresse. Oui. Si jamais quelque chose change, rappelez-nous. D'accord. Le chef a confirmé aux médias locaux, comme l'a dit le beau-frère de Spencer à Law and Crime cette semaine, la voix féminine de l'appel n'est pas celle de Monique TP. Mais le chef donne aussi aux médias locaux un peu plus de contexte sur l'origine possible de cet appel
et sur l'importance que cet appel pourrait avoir pour l'enquête. À ce stade, la principale information sur cette enquête communiquée au public par la police est cette vidéo. C'est la personne d'intérêt qui marche dans une allée derrière la maison de Spencer et Monique aux premières heures du 30 décembre. La police demande toujours au public s'il existe d'autres vidéos. Entre 2 et 5 heures du matin, le 30 décembre, c'est la période pendant laquelle la police pense que Spencer et Monique ont été tués. Dans la vidéo publiée, bien que de mauvaise qualité, on peut distinguer des indices. On remarque qu'il s'agit apparemment d'un homme. Il porte un pantalon gris, des chaussures noires, un manteau noir, et il marche dans cette ruelle au milieu de la nuit. Un mardi matin, il faisait environ 5 degrés, la veille du réveillon du Nouvel An. Maintenant, vous pouvez voir que cette personne d'intérêt ne regarde pas la caméra. Et c'est peut-être fait exprès. Cette ruelle est une où l'on peut circuler en voiture. Elle donne accès au garage détaché, derrière les maisons, en rangée, où vivaient Spencer et Monique. Et voici une vue par drone tirée de la vidéo de mariage des TP. Elle a été filmée par le beau-frère de Spencer. Et vous pouvez voir la ruelle à l'arrière et ces maisons en rangée assez récentes, toutes alignées. Les TP vivaient encore dans une de ces maisons. La personne d'intérêt garde la tête baissée sans lever les yeux. On ignore s'ils savent qu'il y a des caméras derrière ces maisons ou sur les garages quand ils descendent la rue. Cela apparaît dans la vidéo de la personne d'intérêt. C'est une caméra Nest, donc ce n'est pas une caméra officielle de la police installée là-bas. Mais c'est le genre de choses que quelqu'un installe à l'arrière de sa maison. S'ils sont peut-être inquiets que quelqu'un essaie de s'introduire dans leur garage ou que quelqu'un fouille dans leur poubelle. Maintenant, cette personne d'intérêt a aussi certaines manières que vous espérez que quelqu'un qui regarde cette vidéo remarquera. On dirait qu'elle a peut-être les pieds en dedans. La police souligne encore une fois qu'il s'agit d'une personne d'intérêt. Ils ne savent pas si c'est le meurtrier, si c'est la personne qu'ils recherchent. Le chef de la police a déclaré aux médias locaux qu'il s'agit simplement d'une personne qui se trouvait dans la zone au moment où ils concentrent vraiment leur enquête. Cette personne pourrait simplement être quelqu'un qui marchait dans la rue après avoir peut-être passé du temps dans un bar qui a fermé tard, lors d'une semaine où beaucoup de gens étaient en congé à cause des fêtes. Nous l'ignorons, mais vous le savez. Considérez les circonstances. C'est suspect et on n'en a pas entendu parler non plus. Si quelqu'un a vu cette vidéo, il se reconnaîtra peut-être marchant dans la ruelle, rentrant chez lui après un bar ou autre. Pourtant, plusieurs jours après la diffusion en boucle de la vidéo aux infos et sur Internet, personne n'a déclaré « Et c'était moi ». C'est un grand malentendu, je ne suis pas la personne que vous cherchez. Donc, à ce stade, c'est toujours la personne d'intérêt que la police veut vraiment interroger dans le cadre de cette enquête. Maintenant, je veux parler de quelques nouvelles informations que nous avons apprises grâce à ces interviews accordées aux médias locaux par le chef de la police de Columbus dans l'Ohio. Mais faisons d'abord le point sur l'état de l'enquête, du moins à ce stade. Donc jusqu'au jour où ils ont été tués. Spencer et Monique TP, c'est un couple qui semble mener la vie dont beaucoup de gens rêvent. C'est un jeune couple, une jeune famille, ils vivent dans une belle maison, un couple entouré de personnes qui les aiment. Leur famille a dit qu'ils étaient simplement les TP. Ils adoraient recevoir des gens chez eux, c'était le genre de personnes qui aimaient rassembler les gens. Voici leur vidéo de mariage, filmée en 2021 sur les marches de la maison où ils ont été retrouvés morts. Ce logement en ville, dans l'Ohio. Le couple avait 2 enfants, âgés de 4 ans et d'1 an. Bien sûr, dans cette histoire, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles, car 2 personnes ont perdu la vie. Ces 2 enfants ont perdu leurs parents, mais ils n'ont pas été blessés lorsque leurs parents ont été tués. Le couple avait aussi un chien, c'est un Golden Doodle, et ce chien n'a pas non plus été blessé. Les enfants et l'animal sont désormais avec la famille TP, tandis que la police poursuit son enquête. Spencer avait un excellent emploi qu'il semblait vraiment apprécier. Il était dentiste dans un cabinet à Athènes, dans l'Ohio. Et franchement, on dirait qu'il avait un sacré trajet pour aller au travail, parce que c'est à environ 120 km de Columbus. Sa biographie sur le site de son cabinet dentaire indique qu'il a obtenu son diplôme à l'Université d'État de l'Ohio en 2017. Il était diplômé en chirurgie dentaire. Il aimait son travail, mais en dehors, il adorait les Buckeyes de l'État de l'Ohio et les Bengals de Cincinnati. Il a grandi là, aimait jouer au golf, voyager et passer du temps en famille. Désormais, Spencer était marié à Monique TP. Il y a une nécrologie qui vient juste d'être publiée, c'est une nécrologie conjointe. Hommage à tous deux. Monique a grandi à Worthington, une banlieue au nord de Columbus, Ohio. Elle a grandi en jouant au football, était coureuse et, comme son mari, diplômée de l'Université d'État de l'Ohio avec une maîtrise en éducation de la petite enfance. Pendant ses études, elle travaillait en garderie. L'avis de décès précise qu'elle était mère au foyer, réputée pour son sourire, son rire, sa gentillesse
et sa personnalité pétillante. L'avis de décès précise que Spencer et Monique étaient l'âme de la fête. Ils se sont rencontrés en ligne puis mariés en décembre 2020. Vous savez, c'est vrai. Alors qu'on couvre cette histoire, c'est vraiment difficile de comprendre comment cela a pu arriver. Parce que c'était un couple, ça me reste en tête. À quel point ce couple était aimé pour sa générosité. Ils avaient une famille qui s'agrandissait et ils perdent dans la vie de cette façon. Et on peut aussi voir que tant de gens les aiment. Le nombre d'appels au 911 passés par inquiétude quand Spencer ne s'est pas présenté au travail. Technicien 107 de la police de Columbus. Oui, je voudrais demander un contrôle de bien-être pour une personne à son domicile. Donc, si vous avez suivi cette histoire avec nous, vous savez que ces appels au 911 ont été passés le 30 décembre. Ils ont commencé vers 9 h du matin. Et c'est à ce moment-là que Spencer ne s'est pas présenté au travail. Cependant, le chef de la police de Columbus a donné une information importante concernant la réponse à ces appels au 911. Et nous allons en parler ici dans un instant. Cette personne, Spencer, travaille avec moi et il ne s'est pas présenté au travail ce matin et nous n'arrivons pas à le joindre, ni lui ni sa famille. Il ne s'est pas présenté au travail. C'est bien ça? D'accord. Donc avez-vous des problèmes de santé? Non, il a toujours été fiable et personne, ni sa femme ni sa famille, n'arrive à le joindre dans cette maison. Je suis en Floride, je possède l'entreprise. J'ai été informé par mes employés qu'il n'était pas au travail et c'est lui qui gère le bureau. Donc le premier appel reçu venait du patron de Spencer. Il a dit à l'opérateur qu'il était en vacances en Floride et qu'il avait commencé à recevoir des appels des collègues de Spencer. Parce que le docteur Tape ne s'est pas présenté, Est-ce que vous avez reçu autre chose comme des appels à son sujet ou un accident de voiture ou quelque chose comme ça? Non, parfois les gens ne viennent tout simplement pas travailler. Je veux dire, il est peut-être malade, je ne sais pas. même si le répartiteur dit que les gens ne viennent pas souvent, peut-être parce qu'ils dorment trop ou sont malades. Le patron de Spencer est tellement catégorique et inquiet lors de cet appel, disant que Spencer n'est tout simplement pas le genre de personne à ne pas venir au travail sans prévenir personne. Je sais juste qu'il est le plus fiable. Il est toujours à l'heure et il nous contacterait s'il y avait le moindre problème et il avait une certaine maison à mentionner. Mais c'est que nous sommes vraiment inquiets parce que ce n'est pas du tout dans son caractère et nous n'arrivons pas à joindre sa femme, ce qui est probablement encore plus inquiétant. Environ 20 minutes plus tard, à 9h22, un officier est arrivé sur les lieux, mais personne n'a répondu à la porte du couple. Maintenant, c'est la partie de l'histoire où nous venons d'obtenir un contexte majeur dont nous allons parler. Des amis inquiets des Tépis se rendent alors chez le couple et ils disent avoir entendu les enfants des Tépis à l'intérieur de la maison. Cela se passe donc vers 10 h du matin. D'accord. Quelle est l'urgence là-bas? Police ou médicale? Peut-être les deux, je ne sais pas, je m'en occupe. Nous avons eu un appel là-bas. Ils ont frappé à la porte d'entrée et à la porte arrière plusieurs fois et il n'y a eu aucune réponse. Oui, aucune réponse. Je peux entendre des enfants à l'intérieur et je te jure, je crois en avoir entendu un crier. Mais on ne peut pas entrer à ce stade. Je ne sais pas si je dois défoncer la porte ou simplement entrer dans la maison ou quoi faire. C'était là-bas quand la police était là? Je viens d'arriver il y a 5 minutes. Très bien, on te le renvoie. Ensuite, tu reçois un autre appel du travail de Spencer. Notre patron ne s'est pas présenté au travail. Nous n'avons pas pu le joindre depuis 3 heures. Nous sommes sur place et nous pouvons entendre. D'accord. J'ai parlé à quelqu'un là-bas? Je veux juste m'assurer que quelqu'un appelle. 5 minutes plus tard, il y a un autre appel téléphonique. Et c'est lors de cet appel qu'un ami dit qu'il voit le corps de Spencer TP. Nous avons reçu plusieurs appels à ce sujet. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière personne à qui j'ai parlé? Il y a un corps, il y a un corps. Il y a un corps à l'intérieur? Ouais. D'accord, attends une seconde. Laisse-moi te mettre en ligne avec le médecin, d'accord? Reste en ligne. Maintenant, pendant que l'appelant attend, on peut entendre ce qui ressemble à de jeunes enfants en arrière-plan. Les enfants de TP n'ont encore une fois pas été blessés. Il y a un corps. Notre ami ne répondait pas au téléphone. Nous sortons d'un car féminin, venons d'arriver, il semble mort. Il y a du sang, elle est allongée à côté de son lit, hors de son lit, et il y a du sang. Je ne peux pas m'approcher pour en voir plus que ça.
D'accord, ils peuvent voir qu'il ne respire évidemment pas ou quoi que ce soit. Ouais, c'est comme... Un peu comme, je sais pas, comme toi parce qu'il a l'air différent. J'ai galéré, je ne peux pas regarder. D'accord, je comprends. Quand quelqu'un lui a-t-il parlé pour la dernière fois? Oui, hier, je suppose hier, d'accord. Quel âge a-t-il? 37? 37. Est-ce qu'il consomme de la drogue ou quelque chose comme ça? Non, 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 non. Eh bien, c'est juste un âge très jeune. Oui, je comprends la réponse. Très bien, nous sommes en route maintenant. Cet ami inquiet a vu le corps de Spencer à l'intérieur de la maison. Notre voiture, des affaires, des enfants à l'intérieur. Todd, as-tu entendu un cri? Maintenant, on reçoit un autre appel disant qu'il y a un corps à l'intérieur. Esther sert du café. Lorsque la police est entrée dans la maison, elle a trouvé Spencer et sa femme morts. Voice XTV dit que le Dr TP a été touché par balle à plusieurs reprises et que Monique avait au moins une blessure par balle à la poitrine. La police n'a pas dit qu'ils avaient une arme du crime. Ils ne pensent pas qu'il s'agisse d'un meurtre-suicide. Selon les rapports, la police a retrouvé quelques douilles de 9 mm sur les lieux. C'est une preuve clé qui peut beaucoup révéler sur le tueur, il faut y réfléchir. Si c'était quelqu'un qui savait comment la police enquêterait sur ce crime et comment fonctionne l'investigation de la scène de crime, pourquoi aurait-il laissé ces douilles sur place? Je veux évoquer les propos de la chef de la police de Columbus sur la réaction initiale aux appels au 911, car le contexte est important. Ellen Bryant, chef de la police, aurait donné hier des interviews à des médias locaux dans l'Ohio. On parle d'une loi sur la criminalité. Nous avons contacté la chef pour l'inviter à notre émission. Elle s'est exprimée lors de son interview. Ceci provient de Dix Télévision à Columbus. Aucun suspect n'a été identifié. Concernant les appels au 911, la première fois que j'ai entendu la standardiste dire cela. Un officier a répondu à l'appel au domicile de TP lorsqu'il s'agissait simplement de quelqu'un qui appelait, disant qu'il était inquiet parce que le docteur TP ne s'était pas présenté. J'ai trouvé cela un peu déroutant de voir comment l'officier n'a rien trouvé. Et pourtant, l'ami qui a appelé et qui est arrivé peu de temps après a fini par entrer dans la maison et a trouvé le corps de Spencer. Mais il parle d'avoir entendu les enfants de TP à l'intérieur de la maison. Et ma question était, pourquoi l'officier n'a-t-il rien entendu de tout cela? Le chef de la police a annoncé à Columbus que l'officier s'était trompé d'adresse. Law and Crime a obtenu vendredi la vidéo de la caméra corporelle. Dans cette vidéo, on entend l'officier siffler. Il frappe à la porte de la maison, personne ne répond, il inspecte la propriété et repart. Maintenant, le Columbus Dispatch rapporte que la maison où il s'est rendu se trouve sur Summit Street. Et cette rue est parallèle à celle où vivaient Spencer et Monique Tepp. Encore une fois, environ une demi-heure plus tard, l'appelant du 911 a signalé avoir trouvé le corps de Spencer Tepp, puis la police est intervenue. Puis cette histoire a pris une autre ampleur. Le chef a aussi dit à Dix Télévision que l'appelant du 911, celui qui dit avoir vu le corps de Spencer, il est en fait entré dans la maison et a vu le corps. Donc cela signifie que cette personne avait maintenant accès à la maison des Tepp. Les corps des Tepp auraient également été retrouvés dans une chambre au 2e étage. À ce stade, il n'est toujours pas clair quel est le mobile de ces meurtres. Le chef a indiqué que la police recherche encore des vidéos de surveillance détenues par des particuliers ou des entreprises voisines. Tout élément pouvant servir d'indice pour résoudre cette affaire. Ils affirment que le public a répondu présent et fourni de nombreuses vidéos que les détectives analysent minutieusement. Il y a aussi une caméra de police qui est installée près de la maison des TP. On a demandé au chef à ce sujet et si cette caméra avait capté quelque chose en lien avec l'affaire. Le chef n'a pas répondu directement à cette question, se contentant de dire qu'il continue d'examiner d'innombrables pistes, preuves et vidéos qui leur parviennent actuellement du public. Le chef a également abordé cet appel au 911 qui avait été passé plusieurs mois plus tôt lors de son entretien avec le Columbus Dispatch, le journal. Voici cet appel. Il est finalement devenu viral. Fox News Digital l'a diffusé. C'est la fille qui pleure, disant s'être disputée avec son petit ami, mari ou homme, encore une fois. C'était selon Fox News Digital. Oui, je vais bien, désolé. D'accord. Eh bien, on dirait que tu pleures. As-tu besoin de la police, des ambulanciers ou de quelque chose? Non, ça va, je suis juste ému en ce moment. Nous avons également cet enregistrement, correspondant à l'appel du 15 avril à 2h45. Le 15 avril, un mardi, cette femme a appelé, émue par une dispute, comme vous l'entendez au téléphone.
Elle dit qu'elle s'est disputée avec son homme, mais elle précise aussi qu'elle va bien. Donc la police finit par annuler l'envoi d'un agent à la maison. La répartition précise que la plante n'a jamais donné son nom, donc on ne sait rien sur son identité ou sa destination. Mais encore une fois, le chef a dit que la voix que vous entendez n'est pas celle de Monique Tépi. En fait, l'appel n'a peut-être même pas été passé depuis la maison des Tépi, parce que le chef l'a dit. Dans les zones plus densément peuplées, avec plusieurs tours de téléphonie mobile, comme le quartier où vivent les Tépi, un appel depuis un téléphone portable peut en réalité provenir d'un rayon de 30 mètres d'acquis. Cet appel aurait pu venir d'autour de la maison des Tépi, mais pas de l'intérieur. Le chef a également déclaré au Columbus Dispatch qu'il n'y avait aucun antécédent d'appel provenant de l'adresse des Tépi ou lié aux Tépi. Le chef appelle toujours à la patience dans cette enquête. Elle dit que le service fait preuve de la plus grande transparence possible tout en continuant à préserver l'intégrité de l'enquête. Nous accueillons le commandant détective retraité de la police de Chicago, Wills Villar. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime et votre aide a été précieuse pour nous éclairer sur cette affaire en évolution. Avant d'aborder le détail des propos de la chef lors des entretiens individuels, il semble qu'elle en ait accordé à certains médias locaux. Quelle est l'ambiance actuelle au bureau des détectives à Columbus? Vous savez, ils suivent toutes ces pistes. D'après ce que j'ai vu dans cet entretien avec la chef, ils ont quelques pistes et ils avancent dans une direction précise sur cette affaire. En tant que détective, vous souhaitez seulement avancer sur votre affaire sans distraction, d'où l'importance de votre supervision. Mon travail en tant que superviseur était de donner à mes détectives tous les outils dont ils avaient besoin pour qu'ils puissent faire leur travail. Et je m'occupe de tout le reste. Donc, ils font leur travail. Et je pense que le chef a bien fait d'y aller et que le chef adjoint a bien fait de passer à la télévision. Oui, parce que je pense que si tu regardes, tu sais, il y a juste eu un certain silence. Et tu veux que la police passe plus de temps à enquêter sur un crime. Et espérons-le, à le résoudre plutôt que de devoir répondre aux questions des médias. Mais il y a eu tellement de spéculations, surtout sur Internet, à propos de ce qui a potentiellement pu se passer. Deux informations m'ont marqué, et elle les a confirmées auprès de certains médias locaux. La chaîne 10 a annoncé que les Tépis avaient été retrouvés ensemble dans une chambre au 2e étage. L'appelant du 911 et la personne signalant la présence d'un corps sont tous deux réellement dans la maison. Avant, on ignorait s'ils avaient juste regardé par une fenêtre, mais ils ont pu entrer dans la maison. Que cela signifie-t-il pour eux? Donc, évidemment, ils connaissent cette personne. Quiconque est entré dans leur maison connaît suffisamment bien cette personne pour savoir où se trouve une clé ou connaître le code pour entrer dans la maison. Donc, il s'agit maintenant d'un ami assez proche. J'étais un peu confus en écoutant les appels au 911 aussi, parce qu'il semblait que l'un des appelants disait « J'entends des bébés pleurer, mais je ne peux pas entrer ». Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce le même appelant qui dit qu'il est au 2e étage, invisible, parce que ce n'est pas le cas? C'est contradictoire avec ce qui s'est passé. Si vous êtes à l'intérieur, vous le savez. Sortez-vous les enfants de là? Ce n'est pas très clair pour moi. En écoutant les appels au 911, je n'étais pas sûr. Oui, c'était une partie. Je me souviens de la première fois où j'ai écouté l'appel au 911. Ça rejoint aussi la partie dont on va parler. Le premier agent est apparemment allé à la mauvaise maison. Mais parce qu'on pouvait entendre les enfants en arrière-plan de l'appel, je n'étais pas sûr s'ils étaient à la porte. Et puis cette personne qui a appelé le 911 est à l'extérieur. Donc il reste encore quelques questions concernant la disposition des lieux. Et on finira par avoir le contexte de tout cela. Sachant que les Tépei étaient dans leur chambre, parce qu'avant, quand on disait qu'il n'y avait pas d'effraction, on se demandait si quelqu'un était venu à la maison, s'ils avaient eu une sorte de conversation, et peut-être que oui, mais maintenant on réfléchit différemment. Selon la police, cela s'est passé entre 2 et 5 heures du matin, dans une chambre à l'étage, probablement en train de dormir lors de l'incident. Le fait qu'elle soit à l'étage aussi, il semble qu'ils aient tous les deux été abattus dans la chambre. Mais ensuite, il y a le fait qu'il n'y ait pas eu d'effraction, je suppose. Quand vous essayez de reconstituer les étapes de ce qui a potentiellement pu se passer, comment ces éléments d'information influencent-ils ce à quoi vous pensez? Je veux dire, l'absence d'effraction est un élément très important, l'état de la maison en est un autre, tout comme l'emplacement des corps. Et cela suggérerait que la personne savait, premièrement, comment entrer dans la maison et deuxièmement, dans quelle chambre se trouvaient des tipis, possiblement. Cela suggère que c'est peut-être quelqu'un connaissant la disposition de la maison, le code d'entrée ou ayant un lien avec les tipis. C'est ce que je pense. Et vous savez, nous avons la plus grande information que nous ayons à ce stade, c'est cette personne d'intérêt. La vidéo, cette personne qui marche dans la ruelle, ils détournent la caméra, peut-être pour cacher leur visage. Mais la police a été assez claire lors de l'entretien que le chef a donné aux médias locaux.
Ils ont des pistes, ils ont reçu des informations. Les enquêteurs sont en train d'examiner la vidéo en ce moment, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Et puis une partie de moi se demande, et si c'était le cas, et on ne sait pas s'ils ont plus de vidéos de cette personne d'intérêt. Mais ma question serait, pourquoi ne pas en publier plus s'ils en ont vraiment? S'ils ont vraiment autant de vidéos, ou peut-être qu'ils n'en ont pas, alors pourquoi cacher cette information? Peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas d'autres vidéos de ce genre. Bonne question. S'ils cachent cette information, c'est sûrement pour une raison. Ce n'est pas pour maintenir le public dans l'ignorance, mais peut-être pour ne pas dévoiler les personnes visées par leur enquête. Donc, encore une fois, avoir juste un seul élément comme ça, juste un détail de quelqu'un qui marche dans la ruelle derrière la résidence. On dirait qu'il devrait y en avoir plus. Il y a des caméras partout, vous savez, avec le service que j'ai, avec ma sonnette connectée, ce genre de truc. Il y a une application de quartier où, si quelqu'un marche de travers dans la rue, quelqu'un va poster un commentaire en disant « Hé, il y a quelqu'un qui marche dans la rue ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il doit y avoir une raison à la rétention de ces informations. Elle a laissé entendre que certaines choses ne peuvent être dites car cela compromettrait l'enquête. L'autre question que je pense que j'aurais, qui revient toujours lors des conférences de presse. C'était sans doute stratégique de privilégier un entretien individuel avec un journaliste plutôt que d'ouvrir la séance. Sinon, les médias auraient posé et crié des questions de partout. La question est, y en a-t-il une? La vraie question, c'est, la communauté est-elle en sécurité? Cela place les forces de l'ordre dans une position délicate quand on la pose en tant que média. La question est, savez-vous qui est cette personne? Était-ce un incident isolé ou une situation à la Jack l'Éventreur avec quelqu'un qui rôde dehors? Faut-il avoir peur? À Columbus, Ohio, tu sais que quelqu'un peut entrer chez toi la nuit. Je n'essaie pas d'être sensationnaliste en le disant, mais le fait qu'ils n'aient pas dit que c'était la situation et qu'ils n'ont pas non plus dit que c'était un incident ciblé, qu'est-ce que ça vous dit? Eh bien, tu as tout à fait raison à ce sujet quand tu en parles. Et encore une fois, on repense à certains des enquêteurs amateurs sur Internet qui disent « Hé, écoute, il y avait un œuf. Quelqu'un a essayé de s'introduire dans une maison, tu sais, des mois ou quelques semaines avant, en frappant fort à la porte. Est-ce que c'est lié? Si tu ne réponds pas, le public cherchera encore. Y a-t-il eu un appel au 911 de cette maison en 2025? Tout cela n'est que spéculation parce que les gens ne savent pas. Et la corde raide sur laquelle tu dois marcher en tant que superviseur dans cette situation, ou bien tu sais, quand tu es dans les forces de l'ordre, c'est qu'est-ce qu'on dit au public? Comment rassurer le public? Et d'ailleurs, si tu penses qu'il y a quelqu'un dehors qui fait ces choses-là, tu dois absolument le dire au public. C'est pourquoi je crois qu'ils ont des pistes très précises. Oui, et c'est certainement ce qu'on espère. Maintenant, tu sais, une semaine après, et puis tu as aussi ce sentiment, et je reviens toujours à ça. Ce sont toutes des maisons neuves. Tout le monde a, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de ces maisons. Et tu peux voir, comme voisin, peu importe qui a pris la vidéo, c'est une caméra Nest. Il semble aussi que les TP avaient une sonnette caméra Ring devant, donc tu dois y être rassuré. Il y a aussi la vidéo de la police, mais le chef refuse de dire si la caméra fonctionnait et a filmé quelque chose. Cet appel au 911 que l'on peut trouver en ligne est le plus récent publié. Et c'est cette personne qui a appelé la police entre 2 et 5 heures du matin. Ils disent juste au bout de la rue. Fox News Digital l'avait, et c'est cette personne qui appelle pour dire que quelqu'un frappait à la porte arrière, puis repart. Je crois que Fox avait dit que c'était à 3 minutes à pied de la maison des Tep. Nous ne savons pas si cela a un lien avec cette affaire. Mais je pense aussi que, dans une ville, 3 minutes de marche peuvent changer très rapidement le type de quartier dans lequel on se trouve. Et tu es à Chicago, je veux dire, c'est une ville aussi dense que possible. Tu sais, comme New York, comment tu gères ces appels? Peut-être que l'appel au 911 de la femme en pleurs n'a pas eu lieu chez les TP. Un autre appel signale quelqu'un frappant à une porte dans le quartier des TP. Comment tu fais le tri là-dedans et c'est que c'est lié? Oui, c'est une ville où il se passe des choses. Eh bien, tu dois effectivement faire le tri. Et le fait est que tu peux avoir tes propres théories sur pourquoi les choses arrivent. Mais en tant qu'enquêteur, tu dois accepter tout ce qui arrive. Encore une fois, c'est un travail de terrain et de détective. Il faut tout examiner et creuser. Est-ce probable que quelqu'un frappe aux portes, vérifie les portes pour voir s'il peut entrer et commettre un double meurtre? Non, ce n'est pas probable, mais tu ne peux pas l'écarter sans avoir enquêté dessus. Donc, tu sais, tu as tout ce grand puzzle étalé sur ta table, n'est-ce pas? Tu essayes de trouver les coins, tu essayes de compléter le puzzle, jusqu'à ce que tu arrives à la vraie histoire, et tu dois tout faire, sinon tu deviens myope dans ce que tu regardes, et tu rejettes toutes ces autres théories qui apparaissent. Il y a sans doute un moyen, mais tu ne peux pas le faire sans approfondir la question.
Et sur ce point, où tu sais, et c'était l'un des titres qui sont sortis des interviews que le chef a donné, c'était ce premier appel téléphonique, où je crois que c'est le patron de Spencer qui dit «Eh, tu peux juste aller vérifier cette adresse», et l'officier va à la mauvaise adresse et ça ne donne pas une bonne image. Mais aussi, si tu crois qu'ils ont été tués entre 2 et 5 heures du matin, et qu'il y a une différence de 20 minutes. Je veux dire, en dehors de l'image que ça donne, à quel point ce serait vraiment important. Pour l'enquête, En ce qui concerne l'enquête, je ne pense pas que ça change ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison. Mais d'un point de vue humain, tu éloignes ces jeunes de cette scène beaucoup plus rapidement. Les enfants ont attendu plus longtemps jusqu'à ce que quelqu'un les trouve. Voilà le problème. Tu ne changeras pas le fait que ces personnes sont mortes. Ce que tu vas changer, c'est le fait que ces enfants ont dû rester là encore un moment. Je ne sais pas combien de temps exactement, mais au moins une période supplémentaire où ils n'auraient peut-être pas eu à rester. Et encore une fois, ça arrive parfois, tu vas à la mauvaise adresse, tu ne prends pas beaucoup de ces appels. Vérifie le bien-être. Tu feras ce qu'il devait faire. Nous y sommes allés, il a inspecté, frappé à la porte, regardé le jardin, mais c'est comme dire, j'ai beaucoup révisé pour ce contrôle de maths. Malheureusement, c'était un contrôle d'histoire, donc tu as fait ce que tu étais censé faire, mais ce n'était pas au bon endroit. Ça ne change pas vraiment le résultat, mais ça modifie un peu la situation pour les enfants. oui, c'était clair. En lisant le titre, tu te dis «Oh, ce n'est pas bon», mais c'est aussi lié à la chronologie. Ce n'était pas comme si on avait l'impression que c'était déjà arrivé, tu vois. Malheureusement, on pense maintenant que cela s'est produit pendant la nuit, à l'arrivée de l'officier. Je reviens toujours aux douilles, même si je t'ai déjà interrogé à ce sujet. Celles-ci ont été récupérées sur les lieux. À quelle fréquence cela arrive-t-il? J'ai oublié si je t'ai déjà demandé. À quelle fréquence quelqu'un qui commet ce crime efface-t-il ses traces en ramassant les douilles? Le fait que les douilles aient été laissées sur place t'évoque-t-il le type de personne qui ferait ça? Eh bien, oui, je veux dire, j'ai déjà vu de nombreux meurtres où les gens ne restent pas assez longtemps pour ramasser leurs douilles. Si tu as une situation où des douilles ont été retirées de la scène, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Et ça, c'est complètement différent d'un inconnu au hasard. C'est quelque chose de planifié et exécuté d'une certaine manière. La plupart du temps, 99% des douilles restent sur place car tout se passe vite et ils veulent partir rapidement. Ça semble aussi être le cas avec la vidéo de la personne d'intérêt. Parce que, vous savez, il y a une chance que ce soit juste quelqu'un qui, peut-être qu'il travaillait de nuit, peut-être qu'il était dans un bar et que le bar a fermé. Il marchait d'une façon particulière, comme s'il quittait un bar en descendant la ruelle. Quelques jours plus tard, nous revoilà. J'ai l'impression que tout le pays a vu cette vidéo. Et si c'était une personne qui se disait «Oh mon Dieu, j'habite au bout de la rue, je revenais juste de chez mon ami. Vous savez, je n'ai pas fait ça». On pourrait croire que cette personne se présenterait à la police. Après les entretiens d'hier, la police la considère toujours comme une personne d'intérêt à interroger. Qu'est-ce que vous en déduisez? Que cela semble toujours être quelqu'un avec qui la police n'a pas encore eu de contact. Quelques éléments. Premièrement, en tant que policier ou enquêteur dans cette affaire, vous devez découvrir qui est cette personne. Vous devez faire tout ce que vous pouvez pour parler à cette personne parce que vous devez lui parler. Ensuite, si vous êtes cette personne sans lien avec l'affaire, je sais que beaucoup de gens ne veulent pas être mêlés à une grande enquête. Je n'ai pas envie d'être retenu 48 heures au commissariat. Je n'étais pas impliqué. Je me tais. Je pense que tu le vois plus souvent que tu ne le souhaiterais. Oui, et on verra ce qui se passe ensuite. Ça fait maintenant plus d'une semaine, beaucoup de gens cherchent des réponses. Mais pour revenir à ce que tu disais, Will, j'espère vraiment. La police a quelques pistes qu'elle suit. Tu sais, je sais qu'ils suivent des pistes, mais ils commencent vraiment à assembler les pièces du puzzle. Et on verra ce qui se passe ensuite. Le commandant de police à la retraite, Will Svelar, du département de police de Chicago. Merci d'être avec nous sur Law and Crime. Nous vous en sommes reconnaissants. Avec plaisir, c'était On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube, Spotify et retrouvez-nous aussi sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À bientôt.